Faites une pause. Réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous dit « je vais changer maintenant » ? Combien de lundis avez-vous recommencé à zéro? Combien de fois vous êtes-vous fait des promesses le premier jour de l'année? Combien de fois, sans rien dire à personne, êtes-vous revenu exactement au point de départ, avec les mêmes peurs, les mêmes habitudes, la même personne? Carl Jung apporte une réponse simple à cela. Vous n'avez pas encore permis à certaines choses en vous de mourir. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi rien ne peut changer dans votre vie. Imaginez un instant. Vous vous réveillez le matin, vous vous lavez le visage, vous préparez votre café. Peut-être regardez-vous votre téléphone quelques minutes, peut-être restez-vous simplement assis tranquillement, prenant une petite inspiration avant que la journée ne commence. Il y avait quelque chose en vous, une sorte de lourdeur que vous ressentez chaque matin, une sensation que vous n'arrivez pas vraiment à définir, mais que vous connaissez très bien. Parfois, cela ressemble à de la fatigue, parfois à de l'anxiété, parfois juste à un vide abyssal. Un matin, en vous regardant dans le miroir, vous vous êtes demandé « Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?» Pas juste une pensée passagère, une vraie question, celle de quelqu'un d'épuisé qui a essayé d'innombrables fois, qui est revenu sans cesse au même point. Nous voulons changer, nous le voulons vraiment, du plus profond de notre cœur. Nous voulons nous lever tôt, nous voulons manger sainement, prendre soin de notre corps. Nous voulons être plus calmes, moins anxieux, moins sensibles au stress. Nous voulons être plus patients avec nos proches et plus indulgents envers nous-mêmes. Nous voulons vivre plus consciemment, plus intensément, plus pleinement. Ces désirs ne sont pas illusoires, ils sont réels, ils viennent du cœur. Mais que se passe-t-il? Une semaine se déroule bien, peut être 10 jours, peut être 2 semaines. Parfois, miraculeusement, cette phase positive dure 1 mois. De nouvelles habitudes semblent s'enraciner, notre humeur s'améliore, on se dit « oui, cette fois ça marche vraiment ». Puis, lentement, presque imperceptiblement, les vieilles habitudes reviennent. Les mêmes réactions, la même voix intérieure, le même cercle vicieux. Nous revenons à la case départ, avec une grande déception. Nous achetons un nouveau livre, essayons une nouvelle méthode, prenons une nouvelle résolution. Cette fois, c'est la bonne. Combien de fois l'avez-vous déjà dit? Au bout d'un moment, nous commençons à nous blâmer. Je ne suis pas assez discipliné. Je ne suis pas assez fort. Peut-être que je suis incapable de changer, c'est dans ma nature. Et ces pensées érigent une nouvelle prison intérieure. Dès que nous commençons à nous raconter cette histoire, un nouvel obstacle au changement surgit. Car adopter le rôle de « quelqu'un qui ne peut pas changer » est en réalité le moyen le plus sûr d'éviter de réessayer et d'échouer. C'est douloureux à accepter, mais c'est la vérité. Le problème n'est pas la motivation. Le problème n'est pas notre désir de changer. Le problème est bien plus profond. Carl Jung a passé des années à étudier pourquoi les gens restent bloqués dans les mêmes schémas, pourquoi ils évitent d'être honnêtes avec eux-mêmes, pourquoi ils disent vouloir changer, mais y résistent le plus. La réponse qu'il a trouvée est déstabilisante, mais libératrice. Selon Jung, le véritable changement ne commence pas par l'accumulation de choses. Il ne s'opère pas par l'ajout de discipline, de connaissances, d'une meilleure technique ou d'un programme. Le changement commence par la mort de certaines choses. Laissez cette phrase résonner en vous un instant, car il ne s'agit pas d'une simple expression poétique. C'est un processus psychologiquement réel, profondément ressenti, parfois véritablement douloureux. Accepter cette mort, comprendre pourquoi elle est si difficile, est l'essence même de cette vidéo. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez vraiment eu le sentiment d'avoir changé? Une transformation profonde, si intense, qu'elle vous fait dire « je ne suis plus cette personne ». Lorsque vous repensez à ce moment, que voyez-vous? Très probablement, il n'y a pas eu seulement un gain. Il y a aussi eu une perte, un moment où quelque chose s'est terminé, une porte s'est fermée, une ère s'est achevée. Peut être la fin d'une relation, peut être l'effondrement d'une croyance ou d'une valeur que vous avez portée pendant des années, peut être la désintégration d'une identité, d'un rôle, de ce que vous appeliez « moi » pendant longtemps. Cette désintégration a affecté votre vie. Puis quelqu'un d'autre est né, quelqu'un de plus authentique, de plus profond, de plus libre. Carl Jung le décrit ainsi. La chenille entre dans son cocon et là, elle se dissout véritablement. La forme qu'elle possédait se désintègre, se remodèle. C'est un processus, un rituel, une sorte de mort suivie d'une renaissance. Pourtant, nous voulons souvent être à la fois chenille et papillon. Nous nous accrochons à nos anciennes identités, à nos anciennes histoires, à nos anciennes défenses,
en attendant de nous transformer. Nous voulons être à la fois anxieux et calme, à la fois égocentrique et humble, à la fois dépendant et libre. C'est impossible. La véritable transformation commence toujours par la fin de quelque chose. Dans cette vidéo, nous parlerons de 5 choses. 5 choses que nous devons tuer, libérer et laisser derrière nous. Ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des étrangers. Elles font partie de nous, des parts de nous-mêmes que nous portons depuis des années, nous réconfortant parfois, nous cachant derrière elles, croyant parfois qu'elles nous permettent d'avancer. L'honnêteté peut parfois être inconfortable, mais toute véritable transformation naît de ce malaise. Carl Jung connaissait bien ce trouble, de par sa propre expérience et celle des centaines de personnes qu'il a rencontrées au fil des ans. Jung disait que ce trouble a un nom, le processus d'individuation. Cela paraît compliqué, je le sais. Il parle de quelque chose de profondément humain. En résumé, il dit, pour être vraiment soi-même, il faut d'abord se défaire de ce qui n'est pas vraiment soi. Ce n'est pas une définition académique. C'est une prise de conscience douloureuse et honnête qui découle de la vie, parfois de façon inattendue. Pensez-y. Combien de choses vous ont été imposées tout au long de votre vie? Les attentes familiales, les normes sociales, les messages comme « tu devrais être comme ceci »,« tu devrais te comporter comme cela »,« ceci est bien »,« ceci est mal ». Depuis l'enfance. Avec le temps, vous avez intériorisé certaines de ces choses. Vous les avez prises pour vous. Vous avez vécu avec ces normes si longtemps qu'il est même difficile de distinguer où s'arrête votre propre personne et où commencent les attentes des autres. Jung appelle l'eccello alla persona. C'est dire le masque. Le visage que nous montrons au monde extérieur, le rôle que nous endossons dans la vie sociale, au travail, en famille, avec nos amis. Et voici le plus intéressant. Ces masques ont initialement une fonction. Nous voulons être acceptés. Nous craignons le rejet, le jugement et l'exclusion. Nous voulons être aimés. Le masque nous protège. Il nous protège de cette peur. Avec le temps, le masque s'épaissit. Alors, un phénomène étrange se produit. Il devient plus difficile d'enlever le masque que de le mettre, car le masque est devenu nous. Ou du moins, nous avons commencé à le percevoir comme nous. Que se cache derrière la persona? Là, se trouvent des aspects de nous-mêmes que nous ignorons, refoulons, refusons d'accepter, des aspects dont nous disons « ce n'est pas moi ». Carl Jung appelle cela l'ombre. L'ombre est un concept très précieux. Au sein de l'ombre se trouvent des émotions refoulées, des talents inexprimés, des vérités tues, des désirs inavoués. Nous les fuyons, car les regarder en face, dire « voilà qui je suis » est trop inconfortable. Nous voulons changer, mais seulement nos bons aspects. Nous aspirons à être meilleurs, plus accomplis, plus aimés, plus respectés. Nous refusons de regarder notre part d'ombre. Nous ne voulons pas toucher aux aspects de nous-mêmes que l'ego a refoulés, dont nous avons honte, que nous jugeons faibles ou que nous percevons comme dangereux. C'est pourtant là que le changement s'amorce. Car, selon Jung, l'intégration commence par la reconnaissance de toutes nos facettes. Il nous faut reconnaître non seulement ce que nous apprécions, mais aussi ce que nous évitons. Jung affirme « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il continuera de vous gouverner et vous l'appellerez destin. » Lorsque cette idée fait son chemin, bien des choses changent. Les schémas récurrents de notre vie, les mêmes relations, les mêmes conflits, les mêmes déceptions, les mêmes impasses. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les manifestations de l'inconscient. Ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne nommons pas, nous gouverne. L'accepter est difficile. C'est pourtant la véritable porte d'entrée vers le changement. Si nous voulons un véritable changement, nous devons être prêts non seulement à acquérir de meilleures habitudes, mais aussi à nous tourner vers l'intérieur. Pourquoi est-ce que je m'énerve si facilement? Pourquoi cette personne m'agace-t-elle autant? Pourquoi est-ce que je réagis toujours de la même manière dans cette situation? Pourquoi est-ce que je dis vouloir ceci, mais que je fais toujours le contraire? Ces questions ne sont pas faciles. Les réponses ne sont pas toujours agréables. Sans se les poser honnêtement, aucun véritable changement n'est possible. Jung affirme également que la croissance psychologique n'est pas linéaire. Elle ne se fait pas vers le haut, mais vers l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir plus fort, plus endurci ou plus maître de soi. Il s'agit de devenir plus entier. Reconnaître ces différentes facettes, faire la paix avec elles, les intégrer. Dans ce processus, quelque chose se brise inévitablement. Une ancienne identité, une ancienne croyance, une ancienne perception de soi. Cette destruction peut être douloureuse. Sans elle, rien de nouveau ne peut être construit.
Venons-en maintenant à la question principale. Quelles sont ces choses qui doivent mourir? À la lumière de la psychologie de Jung et d'exemples concrets, 5 éléments fondamentaux se dégagent. 5 choses qui, si on ne les abandonne pas, rendent toute transformation véritable impossible. Ce ne sont ni des maladies, ni des faiblesses. Ce sont des stratégies de survie que nous avons développées. Elles ont être fonctionnées autrefois, mais aujourd'hui, elles nous limitent, freinent notre développement et surtout masquent notre véritable nature. Examinons-les une à une. Et pour chacune d'elles, demandez-vous, est-ce que je suis concerné? Car il y a de fortes chances que oui. Le reconnaître n'est pas une faute. Au contraire, c'est le premier pas vers la liberté. Il y a d'abord ceci, le faux moi, ou, selon les termes de Jung, la persona. Réfléchissez-y. Comment vous comportez-vous? Comment êtes-vous avec votre famille? En quoi êtes-vous différent avec vos amis par rapport à une personne que vous venez de rencontrer ou lorsque vous êtes seul? Ces différences sont normales. Nous sommes humains. Nous adaptons notre ton au contexte. Lequel de ces masques vous représente vraiment? Ou aucun? Le faux moi se construit dès l'enfance. Nous apprenons ce qu'il faut être pour être aimé. Nous apprenons quelles émotions sont acceptées et lesquelles ne le sont pas. Ne pleure pas, sois fort. Calme-toi, ne crie pas. Sois sage, ne fais pas de bêtises. Ces messages sont profondément ancrés en nous. Avec le temps, nous construisons un moi conforme à ces messages. Un moi approuvé par les autres, qui nous rassure, qui réduit le risque de rejet. Ce moi n'est pas notre véritable nature. Pourquoi est-il si difficile de se défaire de ce faux moi? Parce que s'en défaire signifie se confronter à la question. Qui suis-je? Cette question est véritablement terrifiante. Nous ignorons ce qui se cache sous le masque. Nous craignons qu'il n'y ait rien. Nous craignons qu'il y ait quelque chose d'inacceptable. Carl Jung affirme « Il n'y a pas de vide sous le masque. Il y a un moi refoulé, sous-développé, mais bien réel. Rencontrer ce moi est le premier pas vers le changement. Le second est l'identité de victime. C'est être la plus courante et en même temps la plus difficile à identifier. Car l'identité de victime découle souvent d'une souffrance réelle, une enfance difficile, une relation traumatisante, un traitement injuste. Ces expériences sont réelles. Nous ne les nions pas. À un moment donné, la phrase « ceci m'est arrivé » se transforme en « ceci est qui je suis ». Cette transformation s'opère inconsciemment. Il m'arrive toujours ces choses-là. Je n'ai pas de chance. Les gens me déçoivent toujours. Ces phrases ne sont plus des explications. Elles sont des identités. L'identité de victime procure quelque chose, une décharge de responsabilité. Si ma vie va mal, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai donc rien à faire pour y remédier. Cela procure un grand soulagement à court terme. À long terme, cette identité paralyse la personne. Pour un véritable changement, il est nécessaire de construire ce pont entre ce qui s'est passé et ce que je vais en faire. L'identité de victime bloque ce pont. Troisièmement, un ego surdimensionné. Notez que cela ne signifie pas la même chose que la fierté ou la confiance en soi. Une saine confiance en soi est un soutien, c'est vrai. Mais un ego surdimensionné est différent. Un ego surdimensionné affirme « Je sais déjà, j'ai déjà raison, mon opinion est plus importante ». Cet ego fait obstacle à l'apprentissage. Car pour apprendre, il faut d'abord être capable de dire « je ne sais pas ». Pour changer, il faut d'abord être capable de dire « je peux me tromper ». Jung était très clair à ce sujet. Le rôle de l'ego est de protéger notre identité. Ce rôle, passé un certain point, empêche la croissance, car l'ego évite la vulnérabilité. Il évite d'avoir tort, de paraître insignifiant, de perdre le contrôle. Cette fuite nous emprisonne dans le statu quo. Le changement implique toujours une forme de mort de l'ego. Cette mort peut être minime, admettre « je me suis trompé, je ne savais pas ça », ou elle peut être majeure. Réaliser qu'une croyance ancrée depuis des années est erronée. Dans les deux cas, c'est douloureux. Quatrièmement, le besoin d'approbation. Une voix intérieure nous taraude sans cesse. Est-ce juste? Cela leur plaira-t-il? Sera-t-il accepté? Parfois, cette voix devient si puissante que nous n'entendons plus la nôtre. Nous façonnons notre carrière, nos relations amoureuses, notre façon de nous habiller, nos convictions, en fonction de l'approbation d'autrui. À ce stade, ce n'est plus qui nous sommes, mais qui nous devrions être qui nous gouverne. Selon Carl Jung, ce besoin d'approbation est en réalité le symptôme d'un problème plus profond, un manque d'autorité intérieure. Autrement dit, nous n'avons pas de boussole intérieure, ou bien nous en avons une, mais nous n'y faisons pas confiance. Au lieu de cela,
Nous cherchons à l'extérieur. Est-ce bien? Se libérer de ce besoin, c'est prendre le risque d'être jugé. Et c'est véritablement terrifiant. Il est impossible d'être pleinement soi-même sans prendre ce risque. Cinquièmement, échapper à l'ombre. C'est à dire, échapper aux parts de nous-mêmes refoulées, inacceptées, celles pour lesquelles nous disons « ce n'est pas moi ». Nier la jalousie, refouler la colère, considérer la vulnérabilité comme une faiblesse, ignorer les pensées sombres. Nous enfouissons tout cela en nous. Ce que nous refoulons ne diminue pas. Au contraire, plus nous le refoulons, plus il se renforce. Finalement, il ressurgit d'une autre manière, parfois sous des formes bien plus destructrices. Maintenant que nous avons examiné ces 5 points ensemble, pensez-vous qu'il suffise de les observer? Est-ce que le simple fait de rester là et de dire « D'accord, je comprends » suffit à initier un changement? Non, car il y a une énorme différence entre observer et affronter le problème. C'est précisément ce que la plupart d'entre nous négligeons. À ce stade, la plupart des gens pensent « D'accord, j'ai appris ces 5 choses. Maintenant, comment les corriger ?» Cette pensée compromet le changement dès le départ, car ces 5 choses ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des solutions. C'est difficile à accepter, mais c'est vrai. Nous n'avons pas consciemment choisi ces schémas, ils ont autrefois assuré notre survie. Le cerveau résiste à l'abandon de ce qui a fonctionné. Réfléchissez, pourquoi le faux moi est-il apparu? Parce que vous avez été rejeté lorsque vous vous êtes présenté tel que vous étiez vraiment, ou du moins, c'est ce que vous avez ressenti. Le cerveau a tiré les leçons de cette expérience et a trouvé une solution. Porter un masque, rester en sécurité. Cette solution a fonctionné. Vous avez été aimé, validé, vous avez survécu. Pourquoi l'identité de victime s'est-elle enracinée? Parce qu'à un moment donné, vous étiez véritablement impuissant, véritablement en besoin de protection. Cette identité vous a permis de tenir le coup pendant cette période. Pourquoi l'ego démesuré s'est-il développé? Parce qu'il avait besoin d'un bouclier contre la douleur de l'humiliation, de la dégradation et du sentiment d'inadéquation. Le besoin de validation? Parce que vous manquiez d'une base intérieure de sécurité ou parce que quelqu'un l'a déterré. Tous ces schémas étaient autrefois des solutions ingénieuses, fruits de l'intelligence du cerveau. Sans comprendre cela, tant que nous les percevons comme des défauts à corriger, nous avancerons de 2 pas et reculerons de 3. Car pour vraiment se libérer de quelque chose, il faut d'abord comprendre ce que cela nous apporte. Carl Jung appelle cela un gain secondaire, les bénéfices que ces schémas nous procurent sans que nous nous en rendions compte. Le gain secondaire de l'identité de victime, l'exemption de toute responsabilité. Je ne peux pas changer, la vie m'y a contraint. Cette croyance est douloureuse. Si j'accepte que je ne peux pas changer, alors je n'ai pas besoin d'essayer et d'échouer. Le gain secondaire du besoin d'approbation, la facilité d'être dirigé. Prendre mes propres décisions est épuisant et risqué. Agir selon l'approbation des autres est plus facile. Le gain secondaire d'un ego surdimensionné. La protection contre la vulnérabilité. Si j'ai déjà raison, alors avoir tort ne me menace pas. Vous voyez, ces schémas apportent bel et bien quelque chose. Le cerveau a du mal à se défaire de ce qu'il a acquis. C'est pourquoi la décision de changer maintenant ne suffit jamais à elle seule. Car cette décision émane de la partie consciente du cerveau, ces schémas résidant dans l'inconscient. L'inconscient est bien plus puissant que les décisions conscientes. Alors, où nous trompons-nous le plus souvent? Ici. Nous percevons le changement comme un but. Nous disons « Je vais changer ma caractéristique X ». Le changement n'est pas un but. Le changement est un processus intérieur. Ce processus n'est pas une question de réussite. Il s'agit d'honnêteté. Il s'agit d'être capable de se voir tel qu'on est. Et surtout, il s'agit de faire la paix avec ce que l'on a toujours nié être moi. C'est l'aspect le plus mal compris de la pensée de Carl Jung. Le travail sur l'ombre ne consiste pas à éliminer ses faiblesses. Il s'agit de les voir et de les intégrer. Il ne s'agit donc pas de dire « je suis jaloux, je dois l'éliminer ». Il s'agit de se demander « je suis jaloux, d'où vient cette jalousie, que me dit-elle, que m'apprend ce sentiment ?» Quand on tente de l'éliminer, on la refoule. Quand on l'intègre, on voit cette énergie se transformer. Ce chemin n'est pas à parcourir seul. Carl Jung a maintes fois insisté sur l'importance de travailler avec un analyste, de parler à une personne de confiance et de bénéficier d'un environnement bienveillant. Car il est extrêmement difficile de percevoir l'inconscient seul. Notre cécité réside précisément dans nos angles morts. Un autre point de vue, une autre voix,
nous révèle ce que nous ne pouvons voir dans le miroir. Il faut bien commencer quelque part. Pas un grand pas. Un petit pas, mais sincère. Il y a quelque chose de concret, quelque chose qui peut être fait, quelque chose que l'on peut entreprendre dès aujourd'hui pour mettre ce pas en pratique. Car savoir ne suffit pas. Même comprendre ne suffit pas. À un moment donné, l'action s'impose. Et cette action commence bien plus modestement qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, nous vous demandons une seule chose. Une seule. Prenez un carnet ou ouvrez une application de notes sur votre téléphone. Chaque soir avant de vous coucher, notez le moment qui vous a le plus dérangé, mis en colère ou mis mal à l'aise ce jour-là. Notez le sentiment, pas l'événement. Au lieu de dire « Aujourd'hui, mon patron a dit ceci et je me suis vraiment mis en colère », écrivez plutôt « Aujourd'hui, je me suis vraiment mis en colère. Et qu'est-ce qui a déclenché ce sentiment en moi ?» Attendez une minute. Juste une minute. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que commence le travail sur l'ombre de Carl Jung. Ce qui nous affecte le plus résonne souvent avec quelque chose qui vit dans l'inconscient. Si une personne vous dérange beaucoup, cela reflète probablement quelque chose que vous voyez en elle, quelque chose que vous avez refoulé en vous. Si une situation vous met dans une colère disproportionnée, c'est qu'il y a une blessure. Ces blessures sont le véritable matériau de la transformation. Cet exercice n'est pas une question d'auto-culpabilisation. Il ne s'agit pas de se dire « Aujourd'hui, je me suis énervé contre cette personne, donc je dois être comme elle ». Cet exercice est un exercice de miroir. Il s'agit simplement d'observer, sans juger, sans chercher à corriger. On observe, tout simplement. J'ai ressenti cela aujourd'hui. D'où vient ce sentiment? Quand ai-je déjà ressenti cela? Si vous pratiquez cet exercice pendant une semaine, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Des schémas commenceront à apparaître, les mêmes types de situations, les mêmes types de sentiments, encore et encore. Cette répétition en dit long sur le langage de l'inconscient, car l'inconscient répète jusqu'à comprendre. Si nous sommes attirés par les mêmes types de relations, si nous vivons les mêmes types de conflits, si nous subissons les mêmes types de déceptions, ce n'est pas un hasard, c'est un message. Commencer à écouter ce message ouvre véritablement la porte au changement. Chaque fois que quelqu'un me demande quelque chose, je dis immédiatement oui, mais ensuite la colère monte en moi. Que vous révèle ce schéma? Peut être que votre besoin d'approbation vous empêche de poser des limites. Peut être qu'un simple non vous a déjà été préjudiciable. Ou peut être, avez-vous remarqué ceci? Quand je vois la réussite des autres, je ressens un étrange malaise. De quoi s'agit-il? De jalousie? D'un sentiment d'inadéquation? D'un désir refoulé? Ces questions sont la clé pour accéder à votre part d'ombre. Important, ce processus peut être désagréable au début. C'est normal. Se voir tel que l'on est peut être parfois inconfortable. Nommer un fardeau que l'on porte depuis si longtemps peut être pesant. Carl Jung disait « Pour trouver la lumière, il faut voir l'obscurité. Fuir cette obscurité ne la fait pas disparaître. La voir est le premier pas vers sa transformation. » Cet exercice n'est pas une solution, c'est un début. Le changement ne survient pas par une révélation soudaine. Il s'opère par petits pas, constants et sincères. Chaque soir, 1 minute suffit pour être honnête avec vous-même. Cela paraît simple, mais l'honnêteté est bien plus rare qu'on ne le croit, car être honnête avec soi-même est bien plus difficile qu'avec les autres. Chaque soir, notez le sentiment de malaise le plus intense de la journée. Non pas l'événement, mais le sentiment. Ajoutez cette question. Où ce sentiment trouve-t-il sa place en moi? Vous n'avez pas besoin de connaître la réponse. Se poser la question suffit, car une question sincère adressée à votre inconscient vous rend un peu plus visible. Devenir un peu plus visible chaque jour jette les bases d'une véritable transformation au fil du temps. L'une des citations les plus marquantes de Carl Jung est « Affronter l'obscurité en soi exige un véritable courage. Sans ce courage, aucune lumière ne peut véritablement briller. » Cet exercice n'est donc pas une faiblesse. Au contraire, il exige du courage. Le courage de se regarder en face. Le courage d'accepter ce que vous voyez. Et lentement, pas à pas, le courage d'agir avec ce que vous voyez. Voyez comment vous vous sentez à la fin de la semaine. Il n'y aura probablement pas de transformation radicale. Quelque chose aura changé. Vous vous sentirez un peu plus proche de vous-même. C'est de ce sentiment que tout commence, car le changement ne vient pas de l'extérieur. Il commence de l'intérieur, toujours. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné en vous. Peut être que l'expression « faux moi » vous a interpellé. Peut
être que l'identité de victime a suscité une reconnaissance en vous. Peut être que dans la séquence Sortir de l'ombre, vous vous êtes dit « c'est moi ». Cette reconnaissance, cette prise de conscience est précieuse, car vous auriez pu choisir de l'ignorer, mais vous ne l'avez pas fait. Selon Carl Jung, la transformation n'est ni rapide ni spectaculaire. Un événement majeur qui bouleverse votre vie ne surgit pas par hasard. La transformation commence par de petits pas constants. Elle commence par remarquer quelque chose aujourd'hui. Elle commence par se poser une question demain. Un jour, elle commencera par regarder en face une partie de vous-même que vous avez longtemps rejetée. Avec le temps, de l'accumulation de ces petites prises de conscience, ce n'est pas une nouvelle personne qui émerge, mais une version plus authentique de vous-même. Nous aspirons tous au changement. Ce qui est inquiétant avec le changement, c'est que nous ignorons qui nous allons devenir. Si nous abandonnons notre ancienne identité, qu'est-ce qui la remplacera? Cette incertitude nous plonge dans un vide. À ce sujet, Carl Jung dit « Ce vide n'en est pas un. C'est l'espace où se libère l'énergie dépensée à se réprimer. Cet espace procure un sentiment de liberté inédit, une voix qui vous est propre, vos propres choix, une vie guidée par votre propre boussole intérieure et non par l'approbation d'autrui. » Repensez aux 5 points abordés dans cette vidéo. Le faux moi, l'identité de victime, l'ego surdimensionné, le besoin d'approbation et l'évasion. Lequel de ces 5 points résonne le plus fortement en vous? Lequel vous a semblé le plus familier? Lequel a subtilement résonné en vous lors de votre lecture ou de votre écoute? Ce sentiment a un message à vous transmettre. Il mérite d'être écouté. Le véritable changement n'est pas toujours spectaculaire. Aujourd'hui, au lieu de réagir impulsivement, prenez un instant. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Posez-vous la question même si vous ne connaissez pas la réponse. Ou encore, aujourd'hui, en attendant l'approbation de quelqu'un, arrêtez-vous et demandez-vous, que désirez-je? Qui suis-je vraiment? Ces petits moments, accumulés au fil du temps, peuvent être le fondement d'une transformation incroyable. Carl Jung écrivait à la fin de sa vie, les questions les plus importantes de la vie sont fondamentalement insolubles. Elles ne sont pas faites pour être résolues, mais pour être dépassées. Et les dépasser, c'est accéder à une autre dimension. Le changement est ainsi fait. Ce n'est pas quelque chose qui va et vient un jour. C'est un processus qui dure aussi longtemps que la vie elle-même, s'approfondissant un peu plus chaque jour, s'étendant au lieu de s'achever. Si vous abandonniez votre faux semblant, votre identité de victime, votre ego démesuré, votre besoin d'approbation et votre fuite de l'ombre, qui seriez-vous, vraiment? Pas la personne que les autres veulent voir, pas celle qu'on attend de vous. Sans tous ces masques et ces carcans qui se tiendraient là, ne répondez pas à cette question à la légère. Portez-la simplement en vous. Gardez-la en vous tout au long de la journée. Laissez-la vous venir à l'esprit la nuit, car être capable de se poser cette question est plus précieux que la réponse. Celui qui porte cette question en lui ne dort plus en paix. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez faire un petit geste significatif dès maintenant. Aimez-la. Nous souhaitons qu'elle touche un maximum de personnes. Dites-nous en commentaire laquelle de ces 5 choses vous possédez le plus. Nous sommes curieux. Vraiment. Si vous venez de découvrir notre chaîne, abonnez-vous. Nous continuerons d'y aborder les enseignements de Carl Jung, les profondeurs de la psychologie et les grandes questions de la vie. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.